Bonjour, bonjour, bienvenue en ce jeudi ensoleillé. Vous avez le courage de venir vous réfugier à l'ombre. En cette année de centenaire de la Grande Guerre, nous accueillons un préhistorien, André de Bénat, professeur honoraire de préhistoire. Certains vont suggérer qu'il y a une erreur de casting. Pourquoi un préhistorien pour parler de la Grande Guerre ? Eh bien, ceci va vous être expliqué de façon détaillée. Le lien entre la préhistoire et la Grande Guerre de 14, eh bien, vous allez le trouver en la personne du docteur Henri Martin, célèbre préhistorien, et qui justifie tout à fait cette intervention aujourd'hui. André, je vous laisse tout de suite la parole. Merci Jean-François. Tout d'abord, je tiens à remercier la direction du musée d'Angoulême qui m'a invité à venir vous parler du docteur Henri Martin. Alors évidemment, je suis un maniaque de préhistoire, et Henri Martin étant préhistorien, avant de vous parler du médecin, je vous parlerai un petit peu du préhistorien. Henri Martin était le petit-fils, Léon Henri Martin, le docteur qui nous intéresse, était le petit-fils d'Henri Martin, qui était un homme politique et un écrivain, dont on a donné le nom à l'avenue Henri Martin à Paris, et pour ceux qui pratiquent, à la case rouge du Monopoly. Historien, Henri Martin a écrit une histoire de France en 16 ou 17 volumes. Il a été membre de l'Académie française, de l'Académie des Beaux-Arts, et il a été le premier président de la Ligue des Patriotes. La Ligue des Patriotes avait été créée par Paul Déroulède, qui avait des attaches charentaises à Guras, et cette ligue avait été créée quelques années après la guerre de 70 pour rappeler que l'Alsace-Lorraine était française. Donc Henri Martin était le petit-fils de l'écrivain et il était également le fils de Charles, médecin et naturaliste. Ici on a une photo du docteur Charles Martin en tenue de chasseur d'ours blanc, mais il est vraisemblable qu'il n'a jamais mis les pieds au pôle Nord, la photo ayant été prise dans un studio parisien. Mais le docteur Charles Martin était un passionné d'histoire naturelle, c'était un naturaliste de classe, et il avait fait beaucoup d'expéditions, notamment en Algérie et un petit peu en Turquie, et lorsque le jeune Léon était en âge de le suivre, eh bien, il suivait son père, et Charles Martin s'était beaucoup intéressé aux reptiles, et le docteur a par la suite, docteur Henri Martin, a par la suite fait des collections, s'est intéressé à la zoologie, principalement aux reptiles, aux vipères. Il a publié pas mal sur ces animaux. En 1905 se tient à Périgueux le premier congrès de la Société préhistorique de France. Il y a des excursions. Une excursion vient en Charente, près de Villebois-la-Valette, et on venait de construire la route de Blanzaguet à Gardes-le-Pontarou. Et à ce moment-là, le pied de falaise a été découvert par la route est ici, donc le pied de falaise, le talus a été coupé, et le docteur Henri Martin visite ainsi pour la première fois le site de l'Aquina. Il va acheter le site et il va entreprendre des fouilles. Voilà donc la route qui vient d'être construite, le talus qui s'étend ici, et dans cette zone apparaissaient des silex taillés et des os. Et donc le docteur va entreprendre des fouilles. On voit ici un de ses ouvriers en compagnie de sa fille Germaine, de son fils
Bernard, et sa fille Germaine, par la suite, sera également préhistorienne. Le docteur Henri Martin fouillait par tranchées perpendiculaires à la falaise, en respectant très soigneusement la stratigraphie. Le docteur a énormément publié sur les silex, sur les industries, sur les vestiges osseux d'animaux. Il a inventé la zooarchéologie et il a évidemment beaucoup publié sur les restes humains qu'il a mis au jour dans le site. Voilà un extrait d'un de ses ouvrages où l'on remarque donc des ossements, et on voit que ces ossements portent des traces diverses, des stries, des traces, et le docteur avait montré que ces traces étaient liées à l'utilisation des os par les préhistoriques, et il s'est mis à étudier l'aspect, la morphologie de tous les ossements. C'est ce qui est devenu la zooarchéologie, et il a fait dans ce domaine un travail de pionnier et un travail fort important. Il a mis au jour des vestiges humains. Le site de l'Aquina est le site moustérien français qui a livré le plus grand nombre de restes humains, dont un squelette à peu près complet. Là, on le félicite, on lui dit « vous aviez arraché une dent, le corps entier est venu et vous n'êtes pas dentiste, etc. » C'était une petite plaisanterie de ses collègues, dont Adrien de Mortillet, qui était à l'époque un préhistorien renommé. Et tout ça a été envoyé sur une carte figurant la Joconde, puisque le squelette est un squelette féminin. Henri Martin a été également pionnier dans le domaine de la reconstitution de l'aspect physique des Néandertaliens. Ce n'avait jamais été fait avant lui, donc il avait découvert le squelette en 1911, et en 1912, avec M. Charles Bousquet, qui était un de ses amis et qui était sculpteur, ils vont reconstituer, à partir d'un moulage du crâne, ils vont reconstituer l'aspect physique. Ils vont d'abord, avec de la pâte à modeler, reconstituer la musculature. Bon, Henri Martin était un très bon anatomiste, donc il savait très bien comment les muscles s'inséraient sur les os. Et on va arriver petit à petit à reconstituer la musculature. Et cela va nous donner cet individu qui a un petit côté simien, mais à l'époque on pensait que les Néandertaliens étaient le chaînon manquant entre le singe et l'homme. En fait, nous sommes tous des singes. Nous avons quelques 3% de gènes de chimpanzés, et depuis 2 ans, nous savons que nous avons dans les 4% de restes de Néandertaliens, ce qui va à l'encontre de ce que nous avons appris quand nous étions plus jeunes, Jean-François ou moi-même, où l'on pensait qu'il y avait une grande distinction entre les deux. Finalement, il y a eu reproduction entre les hommes de Néandertal et les Cro-Magnons. Et voilà, avec sa chevelure, ce que devait représenter, ce que devait être la femme de l'Aquina. Donc, par la suite, le docteur s'est intéressé à un site qui se trouve au pied d'une falaise, sous des petites grottes. Nous sommes à Serres, et nous sommes au roc de Serres. On voit ici une cabane qu'il avait construite pour protéger les blocs sculptés, car il a trouvé des blocs sculptés qui sont maintenant déposés au musée de Saint-Germain-en-Laye, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de structure, le musée d'Angoulême n'existait pas, et la seule structure capable de conserver ces vestiges était le musée de Saint-Germain. Et actuellement, le site est en voie d'aménagement. Il sera ouvert au public vraisemblablement en novembre peut-être. Et nous avons pu, avec Mme Breton, la petite fille de Dr. Martin, qui est présente dans la salle, nous avons pu, la semaine dernière, visiter une entreprise qui fait de la reconstitution en 3D. Maintenant, on parle beaucoup d'imprimante. On fait un scan en 3D d'un objet, on met le scan dans l'ordinateur, et puis l'imprimante va vous graver sur matière plastique l'objet que vous voulez reconstituer.
Eh bien là, imaginez une imprimante qui fait à peu près 5 mètres de haut sur 12 mètres de long, et qui, au lieu d'avoir une petite pointe pour tracer sur du plastique, utilise des scies circulaires qui vont jusqu'à 1,50 m de diamètre, et des fraises qui permettent de reconstituer les blocs avec une précision qui doit être de l'ordre du quart de millimètre, et c'est vraiment magnifique. Et ça, nous pourrons bientôt le voir sur place. Ça va s'installer ici, dans le cadre du gisement. Voilà un de ces blocs qui représente ce cheval. Et ceci est un dessin aquarellé du docteur Henri Martin, qui n'était pas seulement médecin préhistorien, mais qui était un excellent illustrateur. La preuve, il a également dessiné des coupes stratigraphiques qu'il a aquarellées. C'est absolument magnifique et ces documents sont parfaitement conservés. Mais nous sommes ici pour parler du médecin. Donc Henri Martin a d'abord fait des études de sciences naturelles, il a fait une licence de sciences naturelles, et son père lui a dit qu'il fallait être un petit peu plus sérieux, y avoir une autre profession que celle de naturaliste. Donc, comme les enfants étaient respectueux de leurs parents à l'époque, le jeune Léon a fait une thèse de médecine, a fait ses études de médecine, il a fait une thèse qui portait sur les artères coronaires chez les vertébrés, et il a ouvert un cabinet à Paris, mais déjà il s'intéressait à la société préhistorique française, donc il avait commencé ses fouilles, donc il était peut-être un peu plus souvent en Charente que dans son cabinet parisien. En 1908 arrive la catastrophe du détroit de Messine, en l'occurrence le tremblement de terre qui a ravagé les villes de Messine et de Reggio di Calabre. Et Henri Martin, qui était également médecin de la Croix-Rouge, est envoyé comme médecin sans frontières avant Kouchner. Je pense qu'il est parti sans sac de riz, les Italiens étaient encore correctement alimentés. Et il a donc exercé ses talents. Or là, tout à l'heure, nous avions vu le dessinateur, maintenant nous voyons le photographe. Donc Henri Martin a fait tout un reportage sur ce tremblement de terre, et il a expliqué, et on voit ça, enfin, les légendes ne sont peut-être pas faciles à lire, mais il explique que si on avait construit autrement, ça ne serait peut-être pas dégringolé. Il avait des idées très arrêtées là-dessus, et il a expliqué tout cela. La Croix-Rouge italienne l'a remercié en lui offrant cette médaille, et il a été également remercié plus officiellement par le roi d'Italie. Le temps va s'écouler, et 2 ans après Messine, ce sont les inondations de Paris en 1910. Alors là encore, Henri Martin est, j'ose pas dire sur le pont, parce que il va bientôt être inondé. Du reste, nous sommes au pont de l'Alma, et le zouave ne fait pas le zouave, c'est le cas de le dire, il voit le moment où il va être noyé. Donc Henri Martin, reporter photographique, prend un certain nombre de vues de Paris inondé. Alors ce qui est triste, c'est que ça pourrait très bien recommencer. Et si ça recommence, le musée du Quai Branly est mal parti, le Louvre est également mal parti. Enfin, espérons que ça ne se produira pas. Évidemment, il y a des secours, l'armée est mobilisée, et Henri Martin est là, s'occupant d'aider les victimes. Voilà encore une rue de Paris qui est devenue très aquatique. Et nous arrivons maintenant à la partie médicale du docteur, si je puis dire, à la Grande Guerre. Au moment de la déclaration de la guerre, Henri Martin n'est plus mobilisable. Il a passé l'âge de la conscription et il décide de s'engager. Et de s'engager non pas pour être quelque part dans un hôpital, mais pour être sur le terrain, pour être sur le front. Voici un extrait de son carnet de guerre
Alors, il était photographe, il était dessinateur, il était préhistorien, il était également écrivain. Il a énormément écrit, non seulement dans le domaine scientifique, mais il a également tenu, entre autres, un journal de campagne. Et il nous explique, juste vous parler de ce premier paragraphe, assez difficile à lire pour qui n'est pas pharmacien. Il avait une écriture assez difficile. Donc, il nous dit, mauvaise nouvelle, reçue au Peyrat, c'est-à-dire là où il résidait à Blanzaguet. Les Allemands mobilisent non officiellement, et nous aussi. Départ de Villebois-la-Valette avec Pat pour Paris, 10 heures, arrivée à 5 heures. Alors, j'ai sélectionné cette page de son carnet parce qu'il part avec Pat. Alors, peut-être certains d'entre vous ont connu le Pat en question, Étienne Pat, qui, à l'époque, était un jeune polytechnicien, qui a été un personnage très illustre dans le domaine de... C'était un humaniste. Dans le domaine de la préhistoire, il s'est illustré. Il a été le premier à lever des cartes géologiques de l'Indochine. Il était philosophe, il était anthropologue. Il a été professeur de géologie et de préhistoire à la faculté des sciences de Poitiers, dont il a été, à un moment donné, le doyen. Or, pendant la guerre, il a eu des problèmes avec la Gestapo. Il a été rayé des cadres parce qu'il s'était mis dans l'idée de faire de la résistance. Donc, le doyen Pat était un personnage qui a marqué beaucoup de générations. C'était un homme très, très distrait, qui avait des idées bien arrêtées. Un jour, lors d'un repas, un banquet, il y avait un banquet pendant un colloque, comme lui était végétarien. Il s'était assis sur les marches du monument aux morts, avait ouvert sa musette, il avait sorti l'oignon et l'eau coupée, le lait coupé d'eau qu'il consommait. Ça, c'était pour des raisons médicales. Il avait attrapé une mauvaise maladie en Indochine. Et puis, tout en mangeant, il s'aperçoit qu'il est assis sur du granit. Alors, il prend son marteau, clac, il casse un morceau, une écaille de la marche. Et puis, il y a des gens qui le voient, ils vont chercher les gendarmes arrivent. Et je suis le doyen de la faculté des sciences. Alors, le gendarme ne lui a pas répondu, et moi le pape, mais le cœur y était. Vos papiers, évidemment, il n'avait pas ses papiers. Alors, emmené à la gendarmerie. Au bout d'un moment, il a eu droit à un coup de téléphone. C'était pas loin de Poitiers. Au bout d'un moment, les deux assesseurs arrivent. Et quand on s'adressait à un doyen, c'était les petits doigts sur la couture du pantalon. Mes respects, monsieur le doyen. Les gens disaient, vous êtes vraiment le doyen ? Ben oui, il dit, mais enfin, qu'est-ce que vous avez fait ? Mais on n'avait pas ce granit dans nos collections. Donc il voyage avec Henri Martin. Voilà un autre extrait de son carnet. Il avait pris un petit croquis sommaire montrant un endroit où l'artillerie faisait halte. Alors Henri Martin a d'abord été affecté à l'hôpital du Mans. Il s'y est pas beaucoup plu. Il a eu des problèmes avec les religieuses qui tenaient l'hôpital parce qu'il estimait que l'hygiène c'était pas ce qu'il fallait. Donc il a entrepris de bousculer un peu tout ce petit monde, de faire désinfecter. Bref, ça s'est très bien passé. Et ensuite, il a été il avait tellement travaillé dans ce domaine qu'il a été décoré de l'ordre de la Légion d'honneur à titre de la réserve. Le voilà dans une antenne médicale et il a demandé à aller sur le front. Il n'était pas là pour être à l'arrière dans un hôpital, donc il a souhaité aller au front et il est parti comme le voici ici. Il est parti comme médecin-major adjoint à la 3e de la 3e armée, dont le patron était le médecin général Mignon. Alors Henri Martin est blessé, sa première blessure, et il est hospitalisé à Chartres.
Ensuite, on le retrouve dans le nord, on va le retrouver à Sainte-Menehould. Et voici un de ces hôpitaux de campagne, donc dressé sous la tente. Et Henri Martin commence donc son métier de médecin militaire. Voici dans ces hôpitaux assez sommaires une salle d'opération, ici à gauche. On voit qu'on se demande même comment un blessé pouvait tenir sur une table comme ça. Ici, donc, on a une salle d'opération et ici, une salle de désinfection. Les choses vont un peu s'améliorer. La ville de Bar-le-Duc va faire cadeau à la 3e armée française, va donc lui faire cadeau d'un wagon sanitaire. Alors, ça donnait l'occasion d'une grande réception, et tout ça, ce sont des photos donc prises par Henri Martin. Nous sommes en 1915, et ce wagon sanitaire, on a ici le général Mignon, donc qui commandait le corps médical de cette armée, et ce wagon sanitaire va être équipé de façon très fonctionnelle, avec la possibilité de mettre un certain nombre de brancards, avec la possibilité, ici on a des portes rabattantes qui permettaient donc d'extraire les blessés. Donc là on a déjà quelque chose d'un petit peu plus confortable. Alors le transport des blessés, tout ça ce sont des photos prises par Henri Martin. Le transport des blessés sur le terrain était effectivement quelque chose d'assez ardu. Voilà un exemple de brancardage. Ici, une boîte à transporter les blessés, qui ne sont pas sur la boîte, mais en dessous. Je pense que ça devait abaisser le centre de gravité et peut-être éviter des accidents fâcheux. Voici un autre type de brancard sur roue. Et on signalait bien que c'était une ambulance et que c'était une ambulance française. Alors, les blessés les moins gravement touchés se débrouillaient pour monter dans le train quand il fallait les envoyer sur des hôpitaux de campagne. Il y a eu des hôpitaux de campagne un petit peu partout en France. Il y en a même eu à Villebois-la-Valette, à l'instigation du docteur Henri Martin, où sa fille aînée s'était retrouvée comme infirmière. Donc, les petits blessés se débrouillaient pour circuler, et les grands blessés étaient transportés sur brancard, et on voit qu'effectivement les conditions de transport n'étaient pas toujours très confortables. Henri Martin s'intéresse à beaucoup de choses. Nous l'avons vu à propos du tremblement de terre de Messine, et ici il va s'intéresser à la vie des camps et à la façon dont sont traités les blessés, dont sont traités les soldats. Et évidemment, il y a beaucoup de morts, et il se penche sur le problème des cimetières. Le problème de cimetières, ça pose également des problèmes d'hygiène. Et il remarque que les inhumations allemandes sont faites par les Français, bien sûr, sont faites de façon assez sommaire, avec un piquet sur lequel figure un numéro d'ordre, et quelque part dans les archives, il y a une liste de ces blessés. À l'inverse, les inhumations anglaises sont beaucoup plus soignées, avec une croix, le nom de la victime, des fleurs, donc c'est entretenu. Il y a quand même une différence entre les ennemis et les alliés. Voilà encore une vue prise par Henri Martin d'un camp. Alors ces camps militaires posaient pas mal de problèmes d'organisation. Il ne suffisait pas de mettre des tentes et d'installer des cuisines, mais il fallait prévoir des conditions sanitaires. Et Henri Martin a beaucoup veillé à ce genre de choses. Voilà une autre vue concernant l'hygiène des camps. Alors,
il s'agit du camp des hindous. En fait, on appelait ça le camp du Maroc, mais c'était des hindous qui étaient là au titre de l'armée britannique. Donc les installations de tentes, une note qui précise que voici donc une cuisine et que les hindous mangent des chèvres et des moutons qui arrivaient en cage, et puis les officiers qui peuvent se promener un petit peu dans ce camp. Et Henri Martin remarque dans ce camp un sergent hindou qui a un appareil étrange. Il a une bouteille avec un tuyau, et puis là il y a du tabac. Donc ce sergent hindou avait reconstitué un narguilé. Et je pense pas que le docteur Henri Martin ait vu beaucoup de narguillés, parce que en Algérie ça ne se faisait pas, c'était beaucoup plus oriental. Donc il avait certainement entendu parler, mais manifestement il a été étonné de voir ce système. Et alors, certes, il y avait des blessés, mais là, il a été très impressionné, notre docteur, par ce militaire français qui avait ramené, comme il le précise bien, un souvenir de Tunisie, avec un certain nombre de tatouages, dont le tatouage d'un soldat allemand avec le fameux casque à pointe. Toujours dans le cadre de la vie des camps, Henri Martin s'est bien sûr intéressé aux prisonniers. Alors là, nous sommes au Mans, c'était au début de la guerre. Nous sommes au Mans en décembre 14, donc la guerre est toute nouvelle. Et là, on a un lot de prisonniers allemands. Et globalement, ils n'ont pas l'air tristes, au contraire. Après tout, ils sont heureux, ils sont blessés pas gravement, mais au moins ils ne sont pas sur le front. Et la légende précise prisonnier allemand blessé, qui n'a rien de surprenant. Un peu plus tard, nous sommes à l'hôtel de ville de Sainte-Ménehould, nous avons des prisonniers Boche. La guerre s'est développée et quand même, les Allemands n'étaient pas vraiment bien vus. Voici encore, nous sommes en 1916, des prisonniers Boche dont l'un a l'air d'avoir des problèmes de discipline avec ses compatriotes. C'est l'époque où les Allemands utilisent des dirigeables, et ici nous avons une vue du Zeppelin ZP-77 qui a été descendu en flammes au sens le plus strict du terme, et Henri Martin nous a ramené cette photo du Zeppelin. Bon, il a également pris des photos de détails, et cette photo-là est fort intéressante parce que il nous dit que c'est l'adjudant du Zeppelin. Et alors l'adjudant du Zeppelin, voyant son appareil en flammes, a sauté avant d'être brûlé, et il s'est écrasé au sol, et la légende, qui ne figure pas ici, nous explique que donc qu'il a sauté, qu'il s'est écrasé au sol, et il dit que le corsaire, parlant de cet homme, le corsaire n'a pas été brûlé comme ses compagnons. Donc c'est le seul qui était quasiment reconnaissable. Pendant cette guerre, de nombreux blessés arrivaient avec des petites blessures. Certains étaient simplement choqués, et quelques jours après, ils mouraient. Alors, c'était assez difficile à comprendre, et le médecin général Mignon a dit au docteur Henri Martin, il faut faire des autopsies. Je veux des autopsies, je veux comprendre ce qui se passe. Et durant la guerre, donc, Henri Martin a fait 1 millier d'autopsies. Les résultats de ces autopsies, je pense au moins les parties osseuses, ont été déposés après la guerre au musée de l'hôpital d'application du Val-de-Grâce.
Et en 2012, donc, j'avais demandé au conservateur de ce musée s'il pouvait me donner des renseignements concernant ces collections. Mais à ce moment-là, m'a-t-il dit, l'inventaire n'était pas terminé. Je crois que les musées ont été obligés de rendre un inventaire, un récolement pour juin 2014, n'est-ce pas? Les musées contrôlés par l'État. Les musées contrôlés par l'État, oui. Je pense que le musée du Val-de-Grâce doit être contrôlé. Enfin, peut-être un jour aurons-nous des précisions. Il m'avait envoyé quelques photos qui n'étaient pas utilisables. Et Henri Martin a également décrit toutes ces blessures. Il a publié ça. Je n'ai jamais vu l'ouvrage et je ne connais pas son titre. Je l'ai vu cité dans la littérature. Et pour cela, il a été récompensé du prix de médecine, du prix Monthyon de l'Académie des sciences, et également d'un prix de chirurgie. Donc il a fait un gros travail. Par exemple, ici, nous avons un sergent, le sergent Blanc, qui a contresigné l'analyse du docteur. Alors, le sergent Blanc a reçu une balle et le docteur nous explique qu'il a été blessé à telle heure, etc., pour un coup de feu isolé, probablement tiré intentionnellement. Oui, on se doute que quand un Allemand voyait un Français, c'est pas par accident qu'il lui tirait dessus. Et donc, le docteur nous explique que la balle pénètre dans la fosse iliaque du sergent Blanc, qui s'en est remis puisqu'il a contresigné l'étude, et donc dans la fosse iliaque gauche, et à ce moment-là, le sergent est hospitalisé, et on ne l'opère pas, je ne sais pas pourquoi, mais enfin peut-être qu'on ne pouvait pas faire de la chirurgie osseuse sur le front, et on s'aperçoit que petit à petit, alors il est blessé le 7 septembre, et le 15, il y a un morceau de la balle, puis le 29, un autre morceau, etc. Morceaux de la balle qui vont naturellement sortir de la blessure. Et Henri Martin va récupérer tous ces morceaux et il va reconstituer. Il nous fait donc une reconstitution probable de la cartouche. Et c'était vraisemblablement une balle explosive qui était placée à l'arrière entre les deux capsules de la balle. Et je ne suis pas persuadé que les balles explosives étaient tout à fait légales durant la guerre. C'est un petit peu comme les balles dôme-dôme que l'on fabriquait chez nous, des balles fendues en croix qui, lorsqu'elles pénétraient dans le corps, faisaient un trou du diamètre de la balle et qui, en sortant, en enlevaient l'équivalent d'une assiette à soupe. Donc il s'intéressait vraiment aux détails et en profondeur. Voilà tout ce que je voulais vous dire. J'aurais pu vous montrer des photos d'autopsie, de grands blessés, etc. Je les ai montrées à mon épouse qui n'a pas tellement apprécié, m'a conseillé de ne pas vous les présenter. Mais je vais, surtout à l'heure du repas, là quelqu'un me fait remarquer là qu'il est temps que je termine ce que je veux faire. Et je vais terminer sur une image plus réjouissante et amusante qui est un dessin de Hansi, qui était un dessinateur alsacien du début du siècle. Et j'ai mis cette image parce que c'est un clin d'œil au grand-père qui avait créé cette Ligue des Patriotes en vue de la récupération d'Alsace-Lorraine. Et là, on voit une petite Alsacienne qui se promène avec une poupée en costume de soldat français. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, je me ferai un plaisir de le faire. André, merci.
Je crois qu'il est à parier que nous reparlerons d'Henri Martin encore de nombreuses fois, parce que Henri Martin est un scientifique, il a toute une œuvre qui pour l'époque est extrêmement remarquable, mais Henri Martin, et c'est ce qui nous impressionne beaucoup, est quelqu'un qui est complètement inséré dans son siècle, le début du XXe siècle. Et nous avons accès, grâce à Madame Breton, sa petite fille, qui habite toujours le logis du Perrat, près de Villebois-Lavalette, à ces archives qui sont extrêmement documentées. Ce sont des milliers de photos, ce sont des textes, ce sont des études, et c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait remarquable. Oui. Vous avez vu, Henri Martin n'est pas absolument, bien que préhistorien au fond de ses tranchées avec ses silex et ses os, n'est absolument pas indifférent à la vie de son époque. Il est parti à Messine lors des catastrophes, il est là sur le front des inondations en 1910, il participe à la Grande Guerre, et lorsque l'on voit toutes ces archives Henri Martin, on voit toute la vie, et la vie au niveau national de cette époque. Un détail, par exemple, vous avez vu les félicitations envoyées par ses collègues à Henri Martin en septembre 1911. Cette carte postale représente la Joconde. Et il y a une légende particulière à cette carte postale, parce que la carte postale qui vient d'être éditée parce que la Joconde vient d'être volée. Alors, la Joconde volée au Louvre, c'était quand même un fait divers qui a impressionné les contemporains, au point que tout de suite, les éditeurs de cartes postales, 8 jours après, avaient déjà édité la Joconde volée au Louvre, je ne sais plus quelle date exactement, en septembre. Et c'est ce jeu comme ça, des renvois, lorsqu'on consulte les archives Henri Martin, les extraits de presse, les débats, on est vraiment replongé dans une époque. Et ça, ce sont vraiment des archives extrêmement, extrêmement précieuses. Oui. Lorsque j'étais jeune, au siècle dernier, quand j'ai commencé à fouiller les grottes de la Chaise à Montbron, je prenais la succession de Pierre David. Pierre David avait été le chef de travaux du laboratoire du Perrat, qui est un laboratoire conçu, créé par le docteur Henri Martin, qui a fonctionné jusqu'en 1975 à la mort de sa fille et qui a été reconnu par l'École pratique des hautes études. Et donc, se trouvait à la chaise un petit piochon avec un manche de 35 cm de long, un petit pic avec un côté plat, un côté pointu, d'une dizaine de centimètres. Et j'avais trouvé ça curieux. Bon, on ne trouve pas ça dans le commerce. Bon, David avait cet outil, après tout. David avait commencé à fouiller en 1940 à la Chaise, donc j'ignorais quels outils on avait. Et puis, par la suite, Madame Breton m'a montré des outils du docteur Henri Martin. Et dans ces outils, j'ai reconnu ce piochon. Bon, après tout, ça date. Bon, Henri Martin a commencé à travailler avant David, donc début du XXe siècle, on fabriquait ce genre d'outils. Puis je suis tombé sur une publication de Charles Peabody, qui a créé le Peabody Museum de l'université d'Harvard. Et dans cette publication, Charles Peabody remercie le docteur qui lui a permis de venir fouiller à l'Aquila. Et cet Américain, l'Amérique était déjà industrialisée, cet Américain est en admiration devant le petit piochon qu'avait inventé le docteur. C'est lui qui avait fait fabriquer ça spécialement pour fouiller à l'Aquila. Et donc Peabody nous dit que le docteur Henri Martin fouillait avec ce piochon de sa conception, et également avec la brosse à dents du docteur je ne sais pas qui. Nous on a les pantoufles du docteur Géva, il devait avoir à l'époque un docteur quelque chose qui fabriquait des brosses à dents. Et ces notes de Peabody, dans le livre d'or, le livre des visiteurs du laboratoire du PRA, on retrouve le nom de Peabody et on retrouve, dans la mesure où on peut reconnaître les noms d'après les signatures, tous les préhistoriens importants d'Europe, des États-Unis, depuis 1907, à l'époque, je crois, oui, 1905 ou 7, époque à laquelle on a les premiers livres de visiteurs, jusqu'à la période récente, puisqu'un des derniers qui a signé ce livre était
un jeune garçon en culotte courte, peut-être encore à l'époque, n'est-ce pas Jean-François, vous étiez encore en culotte courte. Donc on a de 1907 à 1975 une liste là de tous les préhistoriens qui sont venus, et parfois on est étonné de voir des gens que l'on connaît pour d'autres raisons, mais qui avaient des liens avec le docteur Henri Martin. Monsieur? Est-ce que le docteur Henri Martin a fouillé la chaise, là, par exemple, ou a exploré la chaise? Non, Henri Martin n'a, à ma connaissance, jamais mis les pieds à la chaise. Par contre, il est à l'origine du classement de la grotte de Fontéchevat, dont sa fille prendra les fouilles en 1937. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Montbron, et qui connaissent Villebois-la-Valette, Germaine-Henri Martin venait fouiller à Fontéchevat, qui est dans la banlieue de Montbron, en bicyclette, avec une remorque. Donc le matin, elle arrivait avec ses outils, le soir, elle partait avec sa remorque chargée de cailloux, en bicyclette. C'est assez sportif. Et donc, Henri Martin a fait classer Fontéchevat, il l'avait visité, et il a, dans les grands gisements qu'il a visités, il y a, et fouillé par David, la chaire à Calvin. La chaire à Calvin, où en 27, David découvrait la frise sculptée, et c'est l'époque où Henri Martin découvrait les blocs du roc de Serre. Mais la chaise, non, à ma connaissance, il n'est jamais venu. André, merci beaucoup de votre intervention. C'est moi qui J'espère vous que remercie. nous aurons l'occasion de vous accueillir peut-être pour d'autres facettes de la vie d'Henri Martin, que ce soit scientifique, plus anecdotique. Nous pourrons présenter Henri Martin en famille, Henri Martin à Messine, Henri Martin ailleurs. Je crois Avec qu'il les documents d'époque. y a encore beaucoup à dire et à faire. Merci à vous. Bonne journée.